Bonjour à tous. Bonjour Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et député Rassemblement national du Nord. Merci d'avoir accepté notre invitation à la veille notamment de votre journée d'initiative parlementaire qui aura lieu demain. Vous nous direz ce que vous en attendez bien évidemment. Quelques mots pour vous rappeler que cette rencontre est retransmise en direct sur le site internet de l'Assemblée nationale, qu'un live tweet est assuré sur le compte Twitter de l'Association des journalistes parlementaires par nos amis Stanislas Noyer et Nicolas Prissette. Et on va commencer tout de suite avec une question de Chantal Didier, consacrée évidemment à la situation internationale. Oui, bonjour. Évidemment, bon, la séance des questions d'actualité, des questions au gouvernement hier a été, du moins son début, largement consacré aux attaques du Hamas contre Israël. Bon, qu'en avez-vous pensé? Commencez par la minute de silence. J'imagine qu'elle vous a paru normale, même si certains ne sont pas levés. Enfin, quelle analyse faites-vous de cette séance particulière? Bien, bonjour, merci de m'accueillir. Oui, vous l'avez dit, c'était une séance particulière hier et c'était, j'allais dire, bien le minimum que la représentation nationale devait au peuple israélien, mais pas seulement d'ailleurs au peuple israélien, à également un certain nombre de nos compatriotes qui ont péri sur la terre d'Israël, que de faire une minute de silence. Je dis c'était le minimum parce que lors de la réunion de la conférence des présidents, Marine Le Pen avait souhaité que la représentation nationale, dans son ensemble, puisse, en écharpe, peut-être avoir un regroupement sur les marches du palais ou que sais-je, quelque part, pour témoigner de son soutien à Israël et aller au-delà de cette minute de silence. Pourquoi ? Parce que on fait beaucoup de minutes de silence dans cet hémicycle et je ne dis pas qu'on en fait pour des raisons qui ne soient pas justifiées, mais moi je ne mets pas un signe égal entre le drame du jeune Naël qui est mort dans une banlieue pour un refus d'obtempérer, c'est un drame, et ce que le monde entier vit à distance en voyant Israël subir des attentats terroristes. Et donc nous pensons, avec Marine Le Pen, nous l'avons exprimé, que ça valait un peu plus qu'une minute de silence. Ce n'est pas le choix qui a été fait par la conférence des présidents. Nous en sommes restés là. Et puis après, il y a eu la séance des questions, où là encore, je crois que quelque chose qui s'est fait, qui n'est pas tout à fait convenable, qui ne correspond pas à l'esprit du parlementarisme français, c'est la réponse groupée de la Première ministre à l'ensemble des intervenants, des présidents de groupes politiques qui se sont tous exprimés sur la situation dramatique en Israël. Je dis que ce n'est pas convenable parce que d'abord, on répond aux groupes politiques qui n'ont pas les mêmes qualités d'expression, les mêmes sensibilités, les mêmes inclinaisons, les mêmes perceptions des choses. Leur répondre globalement me semble être assez désinvolte. Mais ensuite, je pense que c'est aussi une stratégie pour Madame Borne, un confort qu'elle s'autorise, mais une stratégie aussi pour planquer finalement des responsabilités politiques qui sont les siennes, qui sont celles de la gauche. Je dis les siennes parce qu'avec la majorité Renaissance, ils ont concouru à faire élire des députés LFI, en particulier face au Rassemblement national, en appelant à voter pour eux dans un certain nombre de circonscriptions, en particulier des circonscriptions que j'ai en tête, mais également à l'occasion d'élections partielles. Donc évidemment, ils sont probablement mal à l'aise avec ça. Et puis, en répondant globalement à tout le monde, en mettant un peu tout le monde dans le même vase, eh bien, ça permet d'éviter des réponses qui devraient, à mon avis, être différentes selon ceux qui les posent, parce que dis-moi d'où tu parles, je te dirai qui tu es. Et lorsqu'on entend les déclamations d'un certain nombre de collègues, et notamment sur les bancs de l'extrême gauche, eh bien je pense qu'ils ne méritent pas la même réponse que les autres. Est-ce que techniquement c'était quand même pas plus efficace, parce qu'autrement elle aurait été appelée à répéter les mêmes choses, et dans ses propos elle a adressé quand même certains mots aux différents intervenants? Alors, efficace, je ne crois pas. Je crois que si on a peur des redites,
il faut fermer la maison. L'Assemblée nationale est une maison dans laquelle on dit et redit de nombreuses fois les mêmes choses. C'est parfois un peu lassant, ça peut parfois être un peu redondant, mais enfin le débat parlementaire, ça se fait pas avec un chronomètre ou à la vitesse d'un TGV. C'est normal qu'on puisse dire et redire les mêmes choses. Moi j'ai trouvé la réponse d'Elisabeth Borne totalement affligeante, mais globalement je la trouve affligeante. Globalement, je trouve que Mme Borne n'a rien d'une chef de la majorité. Je trouve qu'elle nous fait une partie d'un discours qui est tout simplement le commentaire de l'actualité. Merci, on sait le faire nous-mêmes. Le nombre de victimes, etc. Et puis ensuite, il y a la séquence émotion. Et après, il n'y a rien. C'est un encéphalogramme plat. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de vision politique. Madame Borne n'est ni chef de la majorité, ni Premier ministre à mes yeux. Elle est statutairement, et je la respecte évidemment, et je respecte son statut, mais je veux dire, elle n'incarne pas une majorité, une idée politique, une vision politique. Elle passe les plats, et moi je trouve que qu'on mérite mieux, voilà, que notre pays mérite mieux. À ce stade, vous considérez que c'était insuffisant qu'Elisabeth Borne, dans l'hémicycle, rappelle la condamnation sans faille, évidemment, des attaques terroristes, le soutien sans réserve à Israël, dont elle a souligné le droit à se défendre, sans pour autant, au niveau international, renoncer à la recherche d'une paix durable. Ça vous semblait pas utile, nécessaire ? Non mais c'est le minimum, enfin je veux dire on est dans le service minimum du minimum. Moi j'aurais attendu d'Elisabeth Borne qu'elle nous explique comment elle va protéger les Français de l'idéologie islamiste qui nous a déjà frappés, qui frappe Israël, concrètement quelles sont les mesures. Mais je ne suis pas étonné. On attend beaucoup finalement de gens qui n'ont peut-être finalement pas grand-chose à dire aux Français. Moi je suis stupéfait, j'avais été missionné par Elisabeth Borne par Marine Le Pen pour rencontrer Elisabeth Borne après les émeutes. Je le dis d'ailleurs, au moment des émeutes, il y avait des réponses individualisées aux présidents de groupe lorsqu'ils s'étaient tous successivement prononcés, avaient tous posé des questions au gouvernement. Là, il y avait eu droit à des réponses individuelles et elles étaient parfois redondantes. Bon, visiblement, pour Israël, c'est pas le même traitement. Mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de leçons qui sont tirées. Après les émeutes, moi j'avais demandé à Mme Borne de nous dire quelle était son analyse, les leçons qu'elle en tirait politiquement, les mesures qu'elle allait prendre. On attend toujours la réponse. C'était au mois de juin. J'ai encore lu, je crois, sous la plume de quelques-uns de vos confrères, que le président et la première ministre réfléchissaient toujours à l'analyse des causes des émeutes. Bon, bah écoutez, je crois que ça en dit long sur leur capacité à gérer le pays et à protéger les Français. Vous attendiez une autocritique ? Mais c'est pas honteux de faire son autocritique, y compris en politique. On peut s'être trompé, on peut avoir pris un mauvais chemin. Ce qui est plus grave, c'est de ne pas le reconnaître et de tromper ceux qui vous écoutent. Ça me fait penser, vous savez, à cette jolie phrase de Sioran qui disait « Ne vous suicidez pas tout de suite, il y a encore quelqu'un à décevoir ». Parfois, on a un peu l'impression qu'avec une certaine classe politique, je pense par exemple aux Républicains, ça me fait penser irrésistiblement à eux, on imagine les voir dire à leurs électeurs « Ne partez pas tout de suite, on peut encore vous décevoir si vous nous faites confiance ». Bah, c'est un peu ça quand même. Donc c'est pas honteux de faire son autocritique, c'est pas honteux de s'être trompé lorsque c'est fait de bonne foi. Au-delà de ce qui a pu se dire hier dans l'hémicycle, quelle doit être la position, le rôle de la France face à ces événements. C'est sans doute pas le moment, mais est-ce qu'un jour il faudra à nouveau reparler de la solution à deux États ? Mais la solution à deux États, c'est évidemment la solution, la seule qui soit acceptable, défendable, qui donne aussi, je crois, un signe d'espoir. Évidemment, aujourd'hui, on est totalement dans l'actualité la plus chaude. On voit bien que cette solution, elle s'est éloignée. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est évidemment la voix qu'il faut faire entendre. Je pense qu'il y a aussi des nécessités pour la France d'être exigeante vis-à-vis, par exemple, de l'Union européenne sur ce qu'elle peut verser comme subvention depuis des années un certain nombre de structures. Est-ce que ce qui est fléché, est-ce que l'argent des Européens et l'argent des Français est vraiment fléché dans des structures humanitaires? Est-ce qu'il n'y a pas de l'argent qui est détourné? On a l'impression qu'ils découvrent tout ça. Oui, je pense qu'on peut parler, alors en dehors de cette actualité très chaude et sur laquelle il faut rester évidemment très, très mesuré, mais on peut être une voix, et la France l'a été dans son histoire, qui
participe à cet objectif de 2 États qui coexistent. Faut-il revenir à une politique gaulliste ? Il faut une politique d'équilibre qui naisse de la réalité. Il y a de la place, si j'ose dire, pour 2 États. Il y a la nécessité que 2 États puissent vivre. Maintenant, de quelle façon ? Les accords d'Abraham étaient aussi, je trouve, un bon point de départ, ou en tout cas pas d'arrivée, mais une étape intéressante. On a l'impression que tout ça s'est un peu écroulé avec les attentats terroristes du Hamas, et qu'on n'est qu'au début de l'histoire. On sait et on imagine la main de l'Iran derrière tout cela. On peut aussi imaginer la nécessité de repenser notre relation avec des pays comme l'Algérie, qui ont probablement là aussi des choses à dire en la matière. Il va falloir être un peu exigeant de tout ça. Oui, bonjour, Adrien Decalan, l'AFP. Je voulais savoir si vous aviez ou pas des critiques sur la réaction d'Israël, notamment le siège de Gaza. Et par ailleurs, une question un peu, pas tout à fait sur le même sujet, mais sur les relations du RN avec la communauté juive. Est-ce que vous pensez qu'elles ont évolué aujourd'hui, notamment lors de la manifestation de lundi ? Alors 2 choses. Moi je crois que on peut critiquer la politique israélienne sans aucun problème, sans être antisémite ni antisioniste. Il n'y a aucun problème, on peut ne pas être d'accord. Ça fait partie de la libre appréciation qu'on peut avoir, mais je pense que ce n'est pas le moment aujourd'hui, en tous les cas, d'émettre un certain nombre de critiques, et surtout pas le moment de tenter, comme le font certains, de mettre un signe égal entre la politique de Netanyahou et les attentats terroristes du Hamas. Parce que si la France insoumise ne réussit pas à prononcer le mot terroriste concernant les attentats qu'ont vécu les Israéliens, et si elle considère que c'est simplement une réplique de la politique de M. Netanyahou, eh bien moi je ne peux pas l'accepter et je ne peux pas l'entendre. Donc je ne me laisserai pas entraîner sur cette pente-là. Mais on peut critiquer. Je pense que ce n'est pas le moment, en tous les cas, on est dans une actualité qui est trop brûlante, mais on peut critiquer la politique israélienne sans aucun problème, ça fait partie même de nos devoirs de politique ou d'observateurs ou de journalistes. Sur la relation avec la communauté juive, communauté juive, moi je reconnais une seule communauté, c'est la communauté nationale, et je reconnais mes compatriotes qui peuvent avoir effectivement des inclinaisons, des religions, ou une absence d'ailleurs d'attachement à une religion, quel qu'il soit, mais c'est vrai que cette relation avec les Français israélites, avec les Français de confession juive, elle a été longtemps compliquée. Elle a été longtemps compliquée jusqu'à ce que... moi je dis ça très librement parce que moi depuis que j'ai 20-25 ans, j'ai fait toutes les manifs de soutien à Israël. Donc quand j'ai rejoint à l'époque le Front National, en 2014 c'était encore le Front National, je n'avais aucun doute du chemin vers lequel Marine Le Pen menait le Front National, devenu le Rassemblement National. Je n'avais aucun doute à tel point que Marine Le Pen a rompu sur ces motifs-là avec le fondateur du Front National, avec Jean-Marie Le Pen, sur ces motifs-là. Et donc elle a été particulièrement, je crois, claire. Elle est particulièrement claire et elle n'a jamais été prise à défaut, que ce soit dans ses déclarations publiques, que ce soit dans sa présence qui était exceptionnelle à l'époque à la manifestation en mémoire de Mireille Knoll. Je crois que Marine Le Pen a montré sa considération pour l'histoire qu'ont traversé de façon plus sensible la communauté juive de notre pays et du monde entier finalement. Brigitte. Brigitte Boucher, LCP. Sur les subventions, les aides accordées par la France et par l'Union européenne aux autorités palestiniennes, est-ce que vous pensez qu'elles doivent être coupées, ou comme l'a proposé Éric Ciotti hier, ou est-ce qu'il faut continuer à apporter de l'aide parce que ça va aux populations palestiniennes? Ensuite, est-ce que vous pensez qu'il faut dissoudre certaines organisations, qu'elles soient politiques ou autres? On l'a entendu hier pour le NPA, Stéphane Le Rudulier qui proposait même pour LFI. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la position de la France insoumise dans ce conflit israélo-palestinien? Alors, plusieurs choses. La première, c'était, vous m'avez dit, sur les subventions. Non, je ne crois pas qu'il faille couper les vivres à la Palestine, pour faire simple. Je ne crois pas. Je crois qu'en Palestine, il y a des gens qui soutiennent probablement et fortement le Hamas, c'est une évidence, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui ne le soutiennent pas. Et je pense qu'il y a des habitants qui sont pris en otage par le Hamas, pas au sens où le Hamas aujourd'hui prend en otage des Israéliens, mais qui, à l'année, subissent une pression tellement forte qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et donc, je ne crois pas qu'il faille ajouter
de la difficulté à la difficulté. On ne signera pas, nous, la résolution, je crois que c'est une résolution des Républicains demandant la fin de ces aides. Je ne crois pas que ça aille dans le bon sens. Sur l'expression et la sanction d'une certaine forme d'expression publique concernant la qualification, par exemple, du Hamas en structure terroriste ou pas, et sur finalement une certaine apologie du terrorisme qui peut avoir lieu. Je crois qu'il faut judiciariser tous les propos qui sortent du cadre de la loi et qui font l'apologie ou qui relativisent le terrorisme ou qui font l'apologie d'une certaine forme aussi d'antisémitisme. Je crois qu'il faut évidemment que tous ces gens rendent des comptes devant les tribunaux, que si un parlementaire venait avoir un propos qui sort du cadre, eh bien, le bureau de l'Assemblée nationale peut lever son immunité. Je pense que c'est nécessaire de le faire. Mais je ne crois pas qu'il faille, dans une démocratie, interdire des structures politiques. C'est à la fois philosophiquement, moi pas du tout le sens de mon engagement. Moi je suis pour la liberté d'expression encadrée par la loi. Donc c'est exactement le cas de notre société en France, la liberté d'expression encadrée par la loi. Vous sortez, vous franchissez la ligne blanche, vous allez devant le tribunal. Donc je ne crois pas qu'il faille dissoudre des partis politiques. Je crois qu'il faut dissoudre un certain nombre d'associations qui sont les faunées de l'islamisme, ça c'est autre chose. Mais je ne veux pas non plus offrir, et ça va m'amener à la dernière partie de ma réponse, offrir à la France insoumise une capacité à être martyr. Ils ne sont pas martyrs, ils ne sont martyrs de rien du tout. Quand Mme Panot met plus d'énergie à combattre les punaises de lit qu'à refuser de qualifier finalement le Hamas d'organisation terroriste, ça m'inquiète pour elle, mais je sais qu'elle le fait à dessein. Je sais qu'elle envoie un signe. Je sais qu'elle envoie un signal. Je sais que M. Mélenchon, Mme Panot bichonnent une clientèle électorale à travers cela. Et non seulement c'est odieux, mais c'est un côté répugnant, moi je vous le dis tel que je pense, qui devrait interpeller quand même les alliés de M. Mélenchon. Alors je ne me fais pas beaucoup d'illusions concernant le Parti communiste, qui a une position pro-palestinienne et anti-israélienne historique, et que je trouve assez indéfendable aussi. Hein. J'ai un peu de mémoire. Ce que le Parti communiste souhaitait voir, enfin, la résolution qu'ils ont déposée indiquant qu'Israël était un État qui prenait l'apartheid, me semble effectivement non seulement peu apaisant, mais totalement contraire à une certaine forme de réalité. Mais que les socialistes puissent accepter de continuer à être main dans la main au sein de la NUPES avec la LFI après ce qu'on a vécu, il faudra qu'ils aillent s'en expliquer auprès d'un certain nombre de leurs électeurs. Mais finalement, c'est encore aux électeurs de faire la loi dans ce pays, c'est très bien ainsi. Par exemple, Mme Soudet, qui a été élue avec 50,2% des voix, j'attends de la voir se représenter devant les électeurs. Il y a quand même eu des mots assez forts au sein d'autres groupes de la NUPES pour se démarquer de la France insoumise. Vous les avez entendus ou est-ce que certains considèrent d'ailleurs aujourd'hui que la NUPES plus d'existence réelle, il n'y aura pas de contre-budget finalement présenté par l'ensemble des groupes? Non mais les mots c'est bien. Mais si ce sont des mots pour continuer à avaler des couleuvres, si ce sont des mots pour se planquer, pour survivre politiquement, parce que moi j'ai bien compris que sans la NUPES, le PS, le PC, les Verts n'avaient pas de groupe politique, hein, c'était fini, ils disparaissaient. Donc s'ils sont prêts à sacrifier toutes leurs valeurs et toute leur histoire pour continuer à siéger sur quelques strapontins, c'est les Français qui se chargeront de les sortir. Donc les mots c'est bien, les actes c'est mieux. Mais il n'y a pas que les politiques. Dans la société française, je m'étonne de ne pas entendre les grandes voix des éternels donneurs de leçons. Où sont les Omar Sy, où sont les Mathieu Kassovitz, où sont ces gens qui distribuent les médailles, qui ont le cœur en bandoulière, qui toute l'année disent un tel est un salaud et un tel est un saint. On ne les entend pas. Moi j'attendrai, et j'attends qu'on entende au-delà de l'hémicycle de l'Assemblée nationale ces gens qui toute l'année font la leçon aux Français et qui leur disent comment ils doivent penser. C'est bizarre qu'on ne les entende pas. Hélène.
Oui, Hélène Pilichowski, bonjour monsieur. Je voudrais juste revenir sur la position de Marine Le Pen vis-à-vis de la communauté juive. Vous reprochez à la Première ministre, Elisabeth Borne, de ne pas avoir de vision. Et Marine Le Pen, qui a des ambitions politiques que l'on connaît toutes, qui sont quand même importantes, elle-même, quelle est sa position aujourd'hui? Vous avez répondu à l'appel du CRIF, vous, pour la marche de solidarité, lundi, c'était lundi, c'est ça? Oui, voilà. Et elle n'a pas voulu vous accompagner, vous l'avez sollicité pour venir avec vous. C'est étrange. Elle dit qu'elle ne veut pas mettre trop de politique dans ce sujet. C'est peut-être une manière de s'effacer un peu pour l'instant, de ne pas dire trop ce qu'elle pense. Voilà. Bonjour madame. Alors, il ne vous a pas échappé que nous n'avons pas été invités par le CRIF. Nous n'avons d'ailleurs jamais été invités à quoi que ce soit par le CRIF. Et moi, si j'étais invité où que ce soit par le CRIF, comme je suis un garçon bien élevé, je répondrais à cette invitation. Nous n'avons pas été invités, mais nous sommes venus parce que cette manifestation organisée par le CRIF était ouverte à tous. Donc nous sommes venus, moi je suis allé à cette manifestation avec une dizaine de mes collègues. Marine Le Pen n'y est pas allée, tout simplement parce qu'on connaît la chanson. Si elle y était allée, ça aurait fait un buzz énorme et on n'aurait parlé que de ça et de la récupération politique de Marine Le Pen. Alors quand elle n'est pas là, c'est honteux, où est-elle? Et quand elle est là, elle fait de la récupération. Elle était allée manifester en soutien, je l'ai rappelé tout à l'heure, en mémoire de Mireille Knoll. Donc moi je crois qu'on juge les politiques sur leur expression publique, leurs propos. Marine Le Pen a dit plusieurs fois ce qu'elle pensait exactement de l'effroyable drame de l'humanité qu'avait représenté la Shoah, qu'elle l'a condamné, qu'elle a fait le ménage en reprenant feu le Front National dans ses rangs, en envirant immédiatement tous ceux qui avaient un lien, une inclinaison, une relation avec une pensée qui pouvait côtoyer l'antisémitisme. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, et je crois qu'on est assez nombreux d'ailleurs à avoir des engagements. Je pense aussi à Louis Alliot, qui a accueilli monsieur et madame Klarsfeld à Perpignan il y a peu de temps. Donc je crois que sa situation est claire, mais en face, il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie que la situation ou l'expression de Marine Le Pen soit claire et qui sont, parce qu'ils sont des adversaires résolus, ils préfèrent faire de nous des caricatures ou continuer à alimenter des fantasmes qui n'ont plus lieu d'être. Donc voilà, partout où on sera invité, nous irons. Partout, et c'était, je l'ai dit moi en réunion de groupe hier, je ne me suis jamais autant senti à ma place que dans cette manifestation. Et je dois dire que l'accueil qui nous a été réservé par les gens qui étaient présents était chaleureux et émouvant. Je crois que nos compatriotes de confession juive savent qui les protège. D'autres questions sur ces sujets ? On va parler de votre journée d'initiative parlementaire qui aura lieu demain. Qu'est-ce que vous en attendez? La semaine dernière, tous vos textes ont été rejetés en commission. Est-ce que vous avez espoir qu'il en soit différemment demain dans l'hémicycle? Moi, je crois que les Français détestent le sectarisme. Ils l'expriment assez régulièrement et ils sont représentés par des gens qui ne sont pas capables de sortir de leur posture partisane pour défendre, voter, soutenir ou même parfois s'abstenir sur des textes qui sont portés par d'autres. Nous, c'est exactement le contraire. À chaque fois qu'un texte nous est soumis et qu'il est soumis au vote de notre Assemblée, nous nous posons une seule question: est-ce que cela va, à nos yeux, dans le sens de l'intérêt supérieur de notre pays? Est-ce que ça rame dans le bon sens? Est-ce que ça apporte quelque chose aux Français? Est-ce que ça protège les Français? Et on se fait notre position, on détermine notre position en fonction de cela. Ce qu'ils ne font pas. Ils ont décidé de combattre l'ensemble de nos textes, quand bien même ceux-là ne sont pas porteurs d'un quelconque aspect idéologique. Je m'explique. La proposition de loi sur l'endométriose, qui est déposée par Jean-Philippe Tanguy et défendue par Emmanuel Taché de la Pagerie dans l'hémicycle, qui lui-même avait défendu le texte sur les violences faites aux femmes la dernière fois, qui était passé à l'unanimité, mais qui n'était pas né sous notre propre plume à l'origine. Cette proposition, elle n'a pas un aspect idéologique. Je pourrais même dire, parce que je suis allé à la commission Affaires sociales lorsque le rapporteur l'a présentée, que si elle était améliorable, eh bien, il ne fallait pas se gêner
il fallait que les parlementaires des autres groupes amendent, améliorent un texte qui n'est au bénéfice que de près de 2 millions de femmes, je crois, aujourd'hui dans notre pays, sont touchées par cette maladie. Ils ne l'ont pas fait, et je dois dire que la faiblesse des argumentations pour à la fin pouvoir dire on ne le vote pas était terrible. Madame Autain qui dit vous n'êtes pas des féministes, on ne le vote pas. J'aimerais que Madame Autain, avant de décerner des médailles de féminisme, fasse le ménage sur les bancs de son groupe qui héberge M. Quatennens. Vous voyez, ça, ce sont des procès d'intention. Madame Battistel du groupe socialiste qui dit c'est stigmatisant d'être déclaré travailleur handicapé. Nous lui avons rappelé, si elle avait lu le texte, que c'était sur la base du volontariat de la personne concernée. Donc, vous voyez, les procès d'intention, c'est quelque chose. Donc, nous attendons simplement de porter des sujets dans la lumière et de mettre chacun face à ses responsabilités. Voilà. Oui, sur l'endométriose, la majorité dit qu'en fait, vous n'apportez rien de plus que le plan qui était déjà engagé. Et donc, il s'agissait un peu d'un coup politique. Vous leur répondez... Non mais, quoi ? alors d'abord, le plan qui est engagé l'a été un peu aussi sous la pression d'un certain nombre de parlementaires. Il a, je crois, concerné la reconnaissance en endométriose, je ne veux pas me dire de bêtises, de 14 000 personnes sur à peu près 2 millions de femmes qui sont confrontées à cette maladie. Donc on voit bien qu'il y a une marge de progression, j'allais dire, qu'il y a quelque chose à faire. À tel point d'ailleurs que le ministre de la Santé a dit « Ah mais pour couper les jarrets du Rassemblement national, on va prendre un décret ». Ça veut dire que la pression que nous mettons, et c'est aussi notre rôle de parlementaire, sur des sujets, les oblige à bouger. Alors, ils ne l'ont pas fait parce que la manip était quand même un peu grosse, mais je pense que c'est aussi ça l'intérêt de notre niche et finalement de celle des autres, c'est de mettre chacun devant ses responsabilités et d'apporter dans le débat public des sujets dont on estime qu'ils ne sont pas traités. J'ajoute, on avait voté, nous, la résolution de la France Insoumise sur l'endométriose. On trouvait que ça allait dans le bon sens et ça ne nous gênait pas et on le referait demain, quand bien même on trouve que les positions aujourd'hui à l'international de la France Insoumise sont totalement indécentes. Si un texte porté par Mme Autain venait demain sur l'endométriose, on le voterait parce que si ça peut aider des Françaises, on le ferait. Ils ne le font pas, ils n'ont pas cette liberté personnelle, ils n'ont pas cette liberté intellectuelle, ils ne sont habités que par des cuisines électorales. Je crains que tout ceci ne leur revienne en boomerang un jour. Tant pis pour eux. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de stratégie également de votre part dans votre journée d'initiative parlementaire, en mêlant à la fois des textes qui correspondent à ce qu'on appelle les fondamentaux de votre parti, du Rassemblement national, notamment l'idée de couper les allocations aux parents d'enfants délinquants, et puis des sujets, des thèmes plus consensuels comme l'endométriose, pour amener les autres groupes qui sont embarrassés à éventuellement voter ou pas sur votre proposition de loi. Est-ce que c'est pas du gagnant-gagnant pour vous? Soit vous amenez les autres groupes à voter l'un de vos textes et vous pouvez vous en féliciter, soit, comme Jean-Philippe Tanguy l'a fait dès la présentation de ces textes-là, une façon pour vous de renvoyer les autres groupes à une forme de sectarisme. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'habileté, de piège de votre part, malgré tout? Non, mais tant pis pour eux. Je veux dire, s'ils sont sectaires, c'est leur problème. C'est pareil dans l'autre sens. Quand ils déposent des textes, nous devons prendre nos responsabilités. Le problème, c'est que nous les prenons, nos responsabilités. Et nous arbitrons en faveur, comme je vous l'ai dit, de ce qui nous semble être l'intérêt national. S'ils ne sont pas capables de ça, eh bien, ça montre qui ils sont. Vous dites c'est un piège. Non, ce n'est pas nous qui avons défini ce qu'était une niche parlementaire, comment elle devait être alimentée, à quel moment elle tombait. Il faudrait mettre que des textes dont on est sûr qu'ils ne les votent pas. Pour leur faire plaisir, il ne faudrait mettre que des textes qui n'iraient pas dans le sens d'un intérêt général. Non, je suis désolé. Nous mettons les textes qui nous semblent utiles aux Français. Nous portons des textes que les autres ne veulent pas porter, des sujets que les autres ne veulent pas porter. Le sujet de l'écriture inclusive, qui là aussi transcende un certain nombre de clivages politiques. Il y a des gens qui, à gauche, sont hostiles à l'écriture inclusive. Eh bien, nous proposons d'en parler. Nous proposons même de voter son interdiction lors de cette niche parlementaire. Écoutez, s'ils ont du mal à se mettre en adéquation avec leur parole publique, mettre leur vote en adéquation avec leur parole publique, alors il ne faut pas faire de politique dans ces cas-là. Faire de la politique, ce n'est pas uniquement blablater, c'est prendre ses responsabilités, c'est voter, c'est assumer son vote et assumer sa prise de position. Et puis après, s'en rendre compte devant nos compatriotes.
Les Républicains se sont montrés prêts à voter un certain nombre de vos textes quand ils estiment que ça correspond à ce qu'eux-mêmes peuvent défendre, notamment sur la suspension ou la suppression des allocations familiales pour les parents d'enfants délinquants et criminels. Ça concerne aussi l'écriture inclusive, ça concerne aussi la proposition de loi destinée à renforcer le contrôle de minorités des étrangers. Ils étaient même prêts à amender votre texte sur l'endométriose. Vous vous en félicitez ? Oui, enfin moi, encore une fois, nous accueillons tout ce qui permet de faire progresser un texte et de éventuellement le faire adopter. Donc les Républicains ont proposé des amendements sur l'endométriose. Je crois que le rapporteur a délivré un certain nombre d'avis favorables sur un certain nombre d'amendements. Donc je pense que ça lève quelques obstacles à pouvoir peut-être le voter. S'il considère que ce que nous proposons répond à un besoin, est en adéquation avec ce qu'il pense, tant mieux. Enfin, moi, on fait de la politique pour convaincre aussi les autres. Montaigne, je vais vers celui qui me contredit. C'est notre boulot. On va vers ceux qui, à un moment, pensent qu'ils n'ont pas de conviction commune aux nôtres, pensent qu'ils sont en contradiction avec ce que nous défendons, et on essaye de les convaincre du bien fondé de nos propositions. Eh bien, moi, je me félicite si quelques républicains font preuve de courage politique, c'est finalement assez rare. Eh bien, tant mieux. Plus globalement, quelles leçons vous en tirez sur l'efficacité ou pas de votre stratégie ? Le bureau de l'Assemblée nationale a été renouvelé et en réalité, pour l'essentiel, reconduit. Vous conservez votre vice-présidence ainsi que votre collègue Hélène Laporte. Donc on voit bien qu'en termes de fonctionnement institutionnel, le règlement de l'Assemblée est respecté. Et en même temps, sur le fond, sur les textes, sur les discussions politiques, on voit qu'il reste une forme de cordon sanitaire à votre égard. Qu'est-ce que ça dit de votre stratégie et de la façon dont vous allez gérer la suite de cette législature ? Bon, vous savez, le cordon sanitaire, c'est un peu comme le plafond de verre. Moi, je ne crois pas à tous ces bricolages. Je crois que tout ça n'existe que dans la tête de ceux qui veulent qu'ils existent pour nous empêcher d'avancer et que ça se fracasse sur le mur de la réalité. Lorsque nous avons été élus, lorsqu'on est arrivé à l'époque en juin 89, qu'est-ce qu'on avait comme objectif ? D'abord, s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron avec les outils qui sont à notre disposition, c'est-à-dire ce que la Constitution nous permet de faire et de ne pas faire. On n'est pas venu ici pour tout casser, on n'est pas venu ici pour se rouler par terre, pour pisser dans les plantes ou pour insulter des ministres ou les traiter d'assassins. On est venu ici pour s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron et faire des propositions alternatives. Je crois que nous avons coché les deux cases. Nous nous sommes opposés à la politique d'Emmanuel Macron, notamment, je pense, au dossier sur la réforme des retraites, en proposant autre chose. Alors on n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que nos collègues de gauche et d'extrême gauche ont choisi d'empêcher le vote en multipliant le nombre d'amendements. Bon, nous, ce n'est pas notre choix. On souhaite qu'à la fin d'un débat, il y ait un vote. C'est comme ça aussi en démocratie qu'on se sort d'un questionnement. Donc s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron. Nous avons été, je crois, qualifiés dans les sondages comme l'opposition la plus ferme à Emmanuel Macron. Faire des propositions. La niche parlementaire que vous voyez, la précédente aussi, a montré notre capacité à faire des propositions. Et puis, vous savez, s'opposer sans proposer, c'est s'agiter. On n'est pas là pour s'agiter. On est là pour essayer d'obtenir parfois quelques victoires politiques au bénéfice des Français. C'est difficile, mais je crois que les choses avancent et certains nous rejoignent sur des textes, parfois de façon momentanée. On est là pour mettre aussi des sujets sur la table. Le sujet de l'écriture inclusive, on en parlait tout à l'heure, ou de la suppression, de la suspension des allocations familiales en est un autre. Si nous n'étions pas là, il ne faut pas compter sur M. Darmanin, M. Le Maire et Mme Borne pour mettre ces sujets-là sur la table. Ils nous feraient des réponses globales à toutes les séances de questions qui permettraient d'éviter tous les sujets gênants. Et puis, on a démontré qu'on pouvait, je crois, assumer quelques responsabilités dans cette maison. Et je crois, et je ne vais pas parler de mon cas, mais que mes collègues qui assument des présidences de groupes d'études, de groupes d'amitié, ont montré qu'ils savaient le faire. Et puis on a fait émerger des nouveaux visages. Vous ne connaissiez peut-être pas avant, en tous les cas les Français ne les connaissaient pas, Jean-Philippe Tanguy, Laure Lavalette, Thomas Ménager et quelques autres. C'est aussi notre boulot de montrer qu'il y a une multiplicité de gens qui savent
s'attacher à traiter une multiplicité de sujets. Parce que mono-sujet égale mono-électorat. Si on parle que d'immigration, on n'aura que des gens qui sont intéressés par ce sujet. Et un parti de gouvernement, c'est un parti qui sait apporter des solutions, débattre de tous les sujets qui concernent les Français. Là, par exemple, on travaille beaucoup sur la question du logement. On va rendre bientôt un certain nombre de propositions sur le logement. C'est le député de l'Aude, Frédéric Falcon, qui gère notre petit groupe de travail sur le logement. C'est pareil sur la santé, pareil sur l'éducation, pareil sur l'écologie, qui sont des thématiques qui nous étaient moins reliées, c'est vrai, sur lesquelles on était moins audibles et peut-être probablement moins crédibles. Eh bien, on fait ce travail et on le fait dans la lumière. On le fait devant les Français. Vous parliez tout à l'heure des textes que vous votez et de ceux que vous ne votez pas. Hier, par exemple, vous avez voté contre le projet de loi pour le plein emploi qui comprend notamment la réforme du RSA. Vous avez en revanche voté pour le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice. Hier a commencé en commission des finances l'examen du projet de loi de finances pour 2024. Ce sera la semaine prochaine dans l'hémicycle. Est-ce que, contrairement aux autres textes, sur le budget, les choses restent figées, la majorité vote pour, les oppositions, dont votre groupe, vote contre? Il n'y a pas d'autre solution? Alors il y a beaucoup de choses dans votre question. Globalement sur le budget, oui, on ne va pas soutenir le budget proposé par Emmanuel Macron, je pourrais y revenir, qui est un budget qui est probablement le plus mauvais budget que la France ait connu, qui est un budget qui alourdit la fiscalité pour les Français, 17 milliards d'euros de recettes fiscales d'impôts, en réalité supplémentaires pour les Français, un État particulièrement endetté, la dette devient le premier budget de notre pays, c'est pas l'éducation nationale, c'est pas la défense, c'est la dette. Donc un pays mal géré par des gens qu'on nous avait fait passer globalement pour des stars de la gestion, des stars de la finance, et qui sont des nullités. Mais comme l'étaient leurs prédécesseurs. Mais c'était les mêmes, leurs prédécesseurs, vous me direz. Donc, qu'on ne compte pas sur nous pour valider les grandes orientations budgétaires d'Emmanuel Macron, et en tous les cas, le peu de capacité qu'il a à protéger les Français, au moins dans leur pouvoir d'achat ou dans la fiscalité, telle que les grandes lignes sont en train de se décider. Sur le plein emploi, enfin sur la justice d'abord, on a voté parce qu'on s'est dit il y a quelques moyens donnés, c'est vrai, en plus, pour le monde de la justice qui en manquait cruellement. Il y a un effort qui a été fait. Oui, on s'est dit, on ne va pas empêcher ce texte d'aboutir parce qu'on considère qu'il porte en lui quelques améliorations. On est loin de ce qu'on voudrait, mais voilà, il y avait un effort, il faut le reconnaître à un moment. Il n'est pas sur les places de prison, etc. Mais bon, sur quelques moyens techniques, il y avait un effort. Sur le plein emploi, ça c'est autre chose. Nous y sommes opposés hier soir. Parce que je pense que fondamentalement, d'abord ce texte ne servira à rien, qu'il confond le RSA et un salaire, qu'il confond un demandeur d'emploi et un allocataire du RSA, qu'il oblige quelqu'un qui a un RSA, enfin le RSA c'est le RSA socle, hein, c'est 605 € de mémoire, donc on ne peut pas considérer qu'on vit avec ça. On survit avec ça, mais qu'on va le faire travailler 15 à 20 heures, ça crée un déséquilibre avec des gens qui eux-mêmes travaillent dans certains univers. Bref, on considère que ce texte il est mal ficelé, qu'il y a des choses à faire. Bien sûr qu'il y a des choses à faire, qu'on ne distribue pas l'argent public comme ça, sans aucun retour. On a fait des propositions, rien n'a été retenu, sauf peut-être, et on n'était pas les seuls, je crois, la sortie des personnes handicapées de ce texte, parce qu'elles étaient aussi ciblées par ce texte. Vous étiez handicapé, que vous touchiez le RSA, vous deviez quand même faire 15 à 20 heures de travaux. On a réussi, je crois, à sortir ça. Mais vous voyez d'ailleurs philosophiquement la dureté de ce texte. Donc ça me ramène au début de la conversation. Quand ça va dans le bon sens, quand c'est efficace, quand ça peut amener quelque chose, quand ça tire vers le haut, on est là. Quand c'est un dispositif bidon, comme cette affaire, comme ce texte du plein emploi, quand c'est inefficace, quand c'est injuste,
comme la réforme des retraites ou ce texte plein emploi, on ne comptera pas sur nous. Vous n'entendez pas le discours du gouvernement qui dit que c'est pas du travail, mais c'est de l'insertion, c'est de la formation et qu'il ne faut pas laisser les allocataires du RSA, en tout cas ceux qui sont en situation de revenir vers l'emploi, qu'il ne faut pas les laisser finalement livrer à leur sort? Non, mais on ne dit pas qu'il ne fallait rien faire. Le bilan des profils des allocataires du RSA, il doit être fait sérieusement. Moi, je suis, désolé de revenir à une situation personnelle, je suis élu d'une ville qui est présentée comme parmi les plus pauvres de France, qui est Denain. Et des bénéficiaires ou des allocataires du RSA, j'en côtoie tous les jours. Je côtoie des gens qui veulent revenir dans le monde du travail, mais qui en sont terriblement éloignés. Parce qu'après 3, 4, 5 ans de RSA, vous n'allez pas vous lever le matin, arriver dans une entreprise et, comme parfois le disent les gens de façon un peu cruelle et un peu caricaturale, ramasser les papiers. Parce qu'on entend ça, on n'a qu'à leur faire ramasser les papiers. Moi, je suis désolé. Et puis le côté de la guerre des pauvres contre les pauvres, non merci. Enfin, moi, je n'accepte pas une société dans laquelle on montre du doigt un certain nombre de compatriotes qui, à un moment, ont bénéficié d'une allocation de solidarité. Parfois, d'ailleurs, ils ont travaillé, parfois, ils ont cotisé, et dans lesquels on va leur dire, toi, tu n'es pas légitime à bénéficier de cette allocation de solidarité. Il faut lutter contre la fraude, bien entendu, et la fraude au RSA, elle existe. Moi, je l'ai vu à Denain, elle existe. Il faut rendre le RSA comme étant une prestation réservée aux Français. Nous considérons que les prestations sociales, elles doivent être réservées à nos compatriotes. Eh bien ça, le gouvernement ne nous suit pas sur ces dispositions, à nos compatriotes ou à des Français ou à des étrangers qui auraient travaillé, je le dis, 5 ans en continu et qui auraient donc cotisé. Voilà, on a fait des propositions qui vont dans ce sens. Mais ce que nous propose le dispositif, que nous propose le gouvernement, il ne fonctionnera pas. D'abord, il faut les trouver, toutes ces millions d'heures disponibles dans les entreprises, et puis faire venir dans une entreprise quelqu'un qui est loin de l'emploi depuis plusieurs années, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Enfin, je veux dire, c'est à un moment, il faut aussi atterrir. Et puis, il y a aussi encore un effet de bord qui est intéressant, c'est que certains vont se dire, pourquoi est-ce que j'ouvrirais un CDI pour quelqu'un qui va venir travailler, alors que, gratuitement, je peux faire 15 à 20 heures à un gars qui touche le RSA dans ma boîte. Ça pose quand même une question. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires dans le texte, qui est particulièrement mal ficelé. Par exemple, la définition de ce qu'est une activité. Ce n'est pas défini dans le texte. Il faut une activité. Mais c'est quoi une activité? C'est travailler, c'est combien de temps, c'est sur quelle durée, c'est avec quelles contraintes. Tout ça n'est pas clair. On voit que c'est de l'affichage. N'y a-t-il pas un paradoxe un peu historique en 2017, François Hollande renonce à se présenter parce que, entre autres, le chômage était resté élevé et qu'il s'était un peu engagé à le baisser. Aujourd'hui, on atteint un niveau de chômage qu'on n'a pas atteint depuis très longtemps. Or, apparemment, c'est devenu naturel et personne n'en sait gré au gouvernement. Comment vous expliquez ce paradoxe? En tout cas, non, il n'y a pas de gratitude à avoir pour un gouvernement qui a mis notre pays dans l'état dans lequel nous sommes. D'abord, vous dites... Alors moi, je conteste aussi ces chiffres du chômage qu'on peut lire, parce qu'on prend des catégories, etc., qu'on peut lire par plusieurs entrées. Mais la réalité, c'est que les emplois créés aujourd'hui sont des emplois souvent, j'allais dire, éphémères, en tous les cas, qui ne sont pas durables. Ce sont des emplois... on dit souvent uberisé. En tous les cas, on n'est plus dans de l'emploi industriel comme on l'a connu. On pourrait, si on avait fait des choix de politique qui étaient autres que soutenir une activité qui soit celle uniquement du service, on pourrait industrier ou réindustrialiser le pays. Bon, ça n'a pas été fait. Donc, sur la qualité des emplois, je note aussi que la productivité dans notre pays a baissé. C'est quand même plutôt un mauvais signe. Je note que les relocalisations compensent à peine les délocalisations aussi dans notre pays. Donc la situation n'est pas rose de ce côté-là. Elle ne l'est pas sur le pouvoir d'achat des Français. Regardez ce qui a été fait. Une étude est sortie ce matin au Portugal. Vous savez que nous prônons le fait de baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Eh bien, au Portugal, ça a été fait et ça a eu un impact sur les prix
en dehors des produits première nécessité, sur les prix au global. Et ils ont reconduit leur dispositif. Bon, il y a donc des choses à faire. Mais je pense qu'effectivement, notre pays est durablement abîmé. Je pense d'ailleurs que à la sortie d'Emmanuel Macron, nous nous apercevrons combien ce président a déconstruit notre pays dans tout ce que les Français ont fait comme effort pour construire un système de protection sociale. Vous savez, on nous dit souvent, mais les hôpitaux sont en ruine, l'éducation nationale, il n'y a plus un rond, la police c'est pareil, la justice aussi, etc. Comme disait Anatole France, nous n'avons point d'État, nous avons des administrations. C'est un peu ça. Nous n'avons plus d'État, l'État s'est effondré dans bon nombre de ces domaines, et il est remplacé par des administrations. Eh bien, si vous posez la question de pourquoi les Français, à travers leur bulletin de vote, à un moment réagissent, eh bien, vous avez là une partie de la réponse. Il n'y a plus d'État, il y a des administrations. Et parfois, il y a de l'État là où il n'aurait pas vocation à être. On peut parler de l'audiovisuel public, par exemple. À l'heure d'Internet, l'investissement de l'État dans l'audiovisuel public, aujourd'hui, me semble un peu à côté d'une réalité. Je n'ai pas dit qu'il fallait qu'il sortir complètement, mais la place de l'État pourrait être beaucoup plus forte dans un certain nombre. On a parlé des autoroutes qui appartiennent aux Français. Donc voilà, je pense qu'il y a un système à remettre à l'endroit, et les Français s'en aperçoivent. Plus toutes les insécurités auxquelles ils sont confrontés matin, midi et soir, les chiffres de la délinquance qui augmentent, une immigration non maîtrisée, c'est le moins qu'on puisse dire, quand vous avez quasiment 500 000 personnes qui entrent dans notre pays chaque année. Oui, les Français s'aperçoivent que vivre de son travail est de plus en plus difficile, que laisser ses enfants sortir est de plus en plus dangereux, qu'on ne résout pas pour autant les grands problèmes de l'écologie qui mobilisent à juste titre les générations à venir en particulier. Eh bien oui, les Français ont raison de réagir à travers leur bulletin de vote. François. Oui, François Gervais, Horizon Politique. Je vais sortir un peu du budget pour vous parler de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre objectif pour ces élections européennes, votre apport particulier et éventuellement les alliés avec lesquels vous pouvez travailler? Quel est l'objectif principal? Est-ce que c'est anti-Macron? Est-ce que c'est évolution de l'Europe? Alors, l'objectif, il est pas unique. D'abord, politiquement, il est celui de faire, de façon stricto sensu politique, de faire la course en tête. Nous, on ne se cache pas dans notre petit doigt, on veut être les premiers le soir du résultat des élections européennes. C'est une élection de mi-mandat que cette élection européenne. C'est le seul moment avant l'élection présidentielle qui permettra aux Français de se prononcer évidemment sur les grandes orientations européenne, mais également la politique qui est menée dans leur propre pays. Et nous disons aux Français, saisissez-vous le 9 juin de cette chance d'envoyer un message au gouvernement en leur disant, nous ne voulons pas continuer à aller dans la direction dans laquelle vous nous entraînez. Sur tous les sujets. J'ai parlé du pouvoir d'achat, j'ai parlé de la sécurité, pareil sur la construction européenne. La construction européenne, vous le savez, mais on plaide depuis longtemps. Moi, c'était la première fois que j'ai voté contre Maastricht. J'étais pas au Front National, j'étais un jeune homme et j'ai voté contre Maastricht. Donc l'Europe des nations, celle que nous appelons de nos voeux, celle qui était portée finalement aussi par une certaine idée gaulliste ou par des chevènementistes à une époque, elle a encore un sens aujourd'hui. Je vois que le président de la République lui parle de souveraineté européenne. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, pour être très honnête. Moi, je pense que l'Union européenne, elle doit continuer de se construire ou de se développer au bénéfice des nations et qu'on ne doit pas céder à cette Union européenne qui grignote sans arrêt des pans de souveraineté, des sujets sur lesquels elle n'a pas à se mêler. Enfin, je veux dire, on n'a jamais délégué à l'Union européenne, par exemple, la capacité à construire une politique migratoire. De quoi se mêle Mme von der Leyen en disant aux États ce qu'ils doivent faire? Elle n'est pas missionnée, je suis désolé, pour s'occuper des politiques migratoires. La seule mission qu'on peut peut-être lui concéder, ce serait de protéger les frontières extérieures. Elle n'en est visiblement pas capable. En tous les cas, on a pu le mesurer. Donc, oui, on a un message qui est différent. Ça amène aussi j'allais dire, à ce que la politique a de noble. Selon que vous choisissiez un chemin en politique, une orientation, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Or, on a fait croire aux Français depuis des années qu'il n'y avait qu'un chemin de possible, et ce chemin, il mène aux résultats que nous connaissons. Ce chemin, il a été emprunté par la droite, par la gauche, par Emmanuel Macron, qui était et la droite et la gauche. Mais il y a d'autres politiques qui sont possibles, et d'autres pays européens, ça nous amène aux partenaires, évidemment, ont mené d'autres politiques, ils ont d'autres types de résultats dans leur pays. Je pense évidemment, ce ne sont pas des modèles,
mais je pense qu'il y a des pays comme la Hongrie qui ont fait d'autres choix qui les préservent davantage. Donc les partenaires, on verra le soir des élections européennes, qui est disposé et disponible à travailler avec nous sur la base de ce que nous défendons. C'est encore un peu tôt pour le dire, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que les amis de Mme Meloni iront plutôt avec les Républicains, si tant est qu'ils fassent élire quelques députés d'ailleurs. Nicolas Prisset. Nicolas Prisset pour la Tribune dimanche. Je reviens sur le budget. Est-ce que le 49.3 engendre pour vous automatiquement motion de censure ? Et d'autre part, en attendant ce 49.3 et cette motion de censure, est-ce qu'il y a un point particulier sur lequel vous espérez que le Rassemblement national se fasse un peu entendre pendant la discussion ? Merci. Alors, le 49.3, qui est devenu un peu le revolver que sort Madame Borne pour le mettre sur la tempe de cette Assemblée, est devenu une habitude. Force est de constater que même si c'est vécu, je crois, par les Français comme étant une brutalité, c'est un outil qu'elle a à sa disposition, donc on ne peut pas revenir sur la possibilité d'utiliser cet outil, mais elle l'utilise à outrance, elle l'a quelque part désacralisé. C'était un outil qui devait être utilisé dans certaines circonstances, avec un peu dans des circonstances qui nécessitaient un peu de solennité. Bon, là, c'est devenu une habitude, elle gouverne à coup de 49.3. Vous me direz, ça fait l'économie d'aller essayer de convaincre Lyotte qu'ils ont laissé se radicaliser, qui sont devenus probablement les députés les plus radicalisés de l'Assemblée, alors qu'ils étaient a priori des gens avec lesquels ils auraient pu parler. Ça aussi, ça montre la totale incompétence de ceux qui nous gouvernent pour construire des majorités. Je le dis parce que, vous savez, nous, au Rassemblement national, on a souvent vécu le fait d'être montré du doigt comme étant des incompétents, des débiles, on n'a rien compris à la formidable marche du monde, à la mondialisation, on était bas du front, etc. Enfin, je suis désolé, hein, nous n'avons aucune responsabilité dans la situation de notre pays, et quand on voit les génies qui sont aux manettes et qui sont obligés de gouverner à coup de 49.3, ça en dit long. Donc le 49.3 aura comme réponse une motion de censure ou des motions de censure. Nous avons démontré notre capacité à en déposer, notre capacité à ce que d'autres votent notre propre motion de censure, pas nombreux jusqu'à présent, mais ça a été quand même le cas, et notre capacité à voter d'autres motions de censure. Donc oui, ce n'est pas un mystère, même si on essaie de ne pas être trop prévisible, je pense qu'on finira bien par déposer une motion de censure si Mme Borne s'obstine. Quant à ce qu'on pourrait récupérer, moi j'avais cru voir un signe d'ouverture du ministre des Finances, par exemple, pour revenir sur les taxations du gasoil non routier. Je pensais qu'il allait faire un signe parce que ça bénéficie quand même à un certain nombre de Français qui travaillent et qui ont besoin de cette énergie qui est visiblement qui va être taxée plus fortement. Bon, je crois qu'il fait marche arrière. Je ne désespère pas que la discussion budgétaire puisse ouvrir peut-être encore quelques brèches, voyez-vous. Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Vous avez des marqueurs économiques en commun avec les insoumis, enfin pas seulement la posture de l'opposant. Vous dénoncez le néolibéralisme, votre adversaire c'est la finance, avec l'ISF financier, vous êtes pour les petites entreprises, contre le CAC, etc. etc. Donc eux, on sait où ça va, hein, c'est l'anticapitalisme avec un petit billet vers l'Amérique latine. Vous allez où? C'est pas l'économie sociale de marché, c'est quoi votre modèle? Vous n'avez jamais gouverné, comme vous venez de le dire. Vous allez, vous utilisez ce qui se passe là, et puis comment vous voyez l'ensemble, le bouclage économique de tout ce que vous pouvez présenter? Non mais vous avez à la fois un peu raison et un peu tort. Nous ne sommes pas un peu tort parce que nous ne sommes pas une copie. Et si vous lisez nos propositions et vous verrez les 250 amendements qu'on met notamment sur la partie recettes, vous verrez que nous ne ressemblons pas à nos collègues d'extrême gauche. Mais c'est vrai que nous contestons un système que nous vivons et que les Français vivent comme injuste, qui est ce système mondialisé dans lequel il y a beaucoup de profits tout en haut de la pyramide et une redistribution qui ne se fait pas au bénéfice des Français. Ben oui, on conteste ça. On conteste des traités de libre-échange dont nos agriculteurs sont victimes. Avec le prix de l'énergie, moi je l'ai vécu dans mon département du Nord, avec la hausse du prix de l'énergie, j'ai vu des sucreries
s'arrêter de tourner et pour aller acheter du sucre de l'autre côté de l'océan. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que ça a du sens de continuer ainsi? Non, ça n'a évidemment pas de sens. Sur le bouclage budgétaire de nos propositions, vous savez, il est simple, j'ai repris ça, mais dans ce que nous proposons, à chaque fois nous le budgétons. Quand nous proposons une taxation sur le rachat d'actions, c'est 8 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses. Alors nous sommes les seuls à le proposer. Le rachat d'actions. Si, ne dites pas non. Le modem le modem aussi, pardon. Ah, c'était pas sur le montant que vous me contestiez, c'est sur le fait que le modem, si vous avez raison, vous avez raison. Nous le proposons, ça veut dire que, écoutez, si d'ailleurs M. Bayrou, pour qui j'ai la plus grande considération, le propose aussi, c'est que ça ne doit pas être trop mal cette disposition finalement. Donc vous voyez, on a un côté probablement pragmatique. Quand on veut taxer les surprofits, c'est pas taxer les profits. Qu'une entreprise fasse du profit, c'est normal qu'elle le réinjecte dans son outil de travail, dans la recherche, dans le développement, c'est normal. Quand elle fait à un moment de l'économie française du surprofit, il est normal qu'elle soit taxée davantage. Eh bien, c'est, je crois, quelque chose d'assez équilibré que nous proposons aux Français. Nous avons, Marine Le Pen avait chiffré le coût de l'immigration également dans notre programme. Je crois que nous sommes les seuls, alors pour le coup, à l'avoir chiffré et dénoncé. Oui, nous sommes, je crois, partisans de quelque chose d'équilibré, en tous les cas de plus équilibré que ce que nous vivons aujourd'hui. Stanislas ? Oui, ma question elle est un peu dans le même sens, justement, sur le coût de l'immigration, puisque c'est a priori, pour moi, c'était une des seules ressources que vous mobilisiez. Alors effectivement, vous empruntez au MoDem les rachats d'actions qu'avait d'ailleurs annoncé le président de la République. Mais du coup, sinon par ailleurs, tout ce que vous proposez, c'est plutôt, vous maintenez le RSA, donc ça c'est plutôt du côté de la dépense. Non, vous votez pour la justice, parce que là il y a des crédits pour la justice. Mais du coup, on se demande comment vous financez tout ça. J'en ai d'autres, je les ai amenés. J'en ai d'autres. C'est combien le coût de l'immigration? L'impôt sur la fortune financière, 5 milliards. La baisse de la contribution à l'Union européenne, 8 milliards. Vous voyez, j'en ai quelques autres. La lutte contre la fraude, évidemment. La flat tax, 2 milliards. Et puis, un dispositif qui est autre qu'une taxation. Nous, on a proposé une hausse des salaires de 10% jusqu'à 3 fois le SMIC, compensée par un gel des cotisations patronales. Ça aussi, c'est la capacité, et là, ce n'est pas une taxation, à réunir les partenaires sociaux autour d'une table pour leur dire on vous propose quelque chose qui est gagnant-gagnant, c'est-à-dire une hausse de salaire pour les Français qui ne vous impacte pas. On sait bien que, par exemple, augmenter le SMIC, c'est intenable pour les PME, les TPE. Ils n'ont pas les reins assez solides. Ce que nous leur proposons, la formule que nous proposons dépasse le SMIC, emporte avec nous dans cette proposition les gens qui sont au SMIC, évidemment, mais aussi toutes les classes moyennes ou les classes populaires qui sont jusqu'à 3 fois le SMIC, par une proposition, bien entendu, il faut mobiliser les partenaires sociaux, mais c'est ça aussi le rôle de l'État, c'est mobiliser les autres par une disposition qui augmenterait le pouvoir d'achat des Français, un pouvoir d'achat qui serait évidemment réinjecté immédiatement dans l'économie réelle. Bonjour. Vous voyez ? Oui. Bon. C'était 15 milliards de mémoire par an. Bonjour, César Armand, je suis journaliste à la Tribune du lundi au dimanche. Coucou Nicolas. Donc, au Sénat, vous venez d'avoir le retour de 3 sénateurs, presque 4 avec les 14 voix qui manquaient en Moselle. Est-ce que ça veut dire qu'en 2026, il y aura des candidats RN au municipal chez les ruraux, ou du moins est-ce que vous allez leur demander de prendre l'étiquette un an avant l'élection présidentielle? Et par ailleurs, dans la droite hors Macronie, il y a un discours anti-ZAN, Wauquiez, anti-ZFE, l'ISNAR. Est-ce que c'est parce que vous aussi, vous entendez sur le terrain un ras-le-bol de tous ces acronymes ? Bon, alors plusieurs choses. Notre arrivée, retour, je ne sais pas trop comment on peut le dire au Sénat, n'est en réalité que la suite logique de ce que les Français ont fait au moment des élections législatives. Et finalement, le corps électoral des grands électeurs ressemble ou finit par ressembler, par adopter les mêmes réflexes que le corps électoral plus classique dont nous sommes tous membres. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le secret de l'isoloir, les grands électeurs votent pour le Rassemblement national et envoient des élus du Rassemblement national avec un mode de scrutin qui est un peu particulier selon certains départements qui amènent à des résultats parfois plus difficiles à lire. Mais globalement, on a multiplié par 2, 3, 4, voire 5 dans certains départements nos résultats. Quand on vote pour nous, on sait pourquoi on vote.
quand les grands électeurs votent pour des candidats du Rassemblement national, ils ne votent pas pour eux pour les remercier d'une subvention pour une salle des fêtes, ils ne votent pas pour eux pour les remercier d'une tape dans le dos à l'occasion d'une inauguration, ils votent pour des candidats qui défendent des idées. Et ces idées, elles sont connues. Et vous venez d'en citer quelques-unes sur lesquelles, la fin notamment les ZFE, etc., sur lesquelles d'autres se positionnent. Donc oui, je pense que nous, notre offre politique, elle est claire. On ne se cache pas, on avance dans la lumière et on a vocation, j'espère, lors du prochain renouvellement, à pouvoir constituer un groupe. C'est encore aussi la démonstration que les plafonds de verre n'existent pas. On l'a entendu pour toutes les élections. Vous savez, moi je me souviens, j'étais pas encore électeur du Rassemblement national, que j'entendais, mais ils gagneront jamais une élection, ils feront jamais élire un député, ils feront jamais élire un sénateur, ils feront jamais élire un maire, un conseiller départemental, etc. Bon, tout ça est fait. Donc on est encore loin du résultat, moi je le dis. Je ne suis pas du tout dans l'idée de me dire et de dire c'est fait pour nous, ça va tomber en 2027, pas du tout. Je crois que c'est plus dur pour nous que pour les autres. Je crois qu'on est plus exigeant de nous qu'on ne l'est de tous ceux qui, avant nous, ont tout raté. Et finalement, tant mieux, si on est exigeant de nous, ça va nous obliger à être meilleurs, mais c'est plus dur pour nous que pour les autres. Mais je crois qu'effectivement, nous avons aujourd'hui peut-être cette possibilité demain de gouverner le pays. Les Français seront plus exigeants de nous, encore une fois, que des autres. À nous de leur montrer que nous ne portons pas de vilains desseins en nous, mais nous poursuivons, portons, proposons une politique qui est différente, qui aura des résultats forcément différents, qui parfois est pratiquée par d'autres ailleurs. J'ai parlé tout à l'heure du Portugal, pourtant pas un gouvernement qui a les mêmes options politiques que celles que nous défendons, mais qui est en tous les cas tourné uniquement au bénéfice des Français, de ce beau slogan qui était celui de Marine Le Pen, rendre aux Français leur pays, rendre aux Français leur argent. Sur les ZAN, les ZFE, ce qui est une façon de poser la question finalement à la fois d'un côté l'urgence écologique versus l'activité économique, la vie quotidienne, vous vous positionnez ? Oui, c'est vrai que sur l'écologie, on nous a peu, j'allais dire, identifié dans le passé, c'est une évidence, mais comme on a pu identifier en dehors des Verts, en réalité, on a pu identifier globalement les forces politiques en présence. Moi, je ne sous-estime pas du tout cet enjeu-là. Je pense que là aussi, il faut rompre avec des logiques. Tout à l'heure, je parlais de la logique du libre-échange qui amène à aller devoir s'approvisionner en sucre. Je donnais cet exemple à l'autre bout du monde. C'est évidemment totalement à l'opposé d'une logique de diminution de l'empreinte carbone. Mais investissons dans des ressources comme l'hydrogène ou dans des recherches comme l'hydrogène. Quand je vois j'ai plus le chiffre en tête, vous me le pardonnerez, mais dans le dernier budget, ce que l'État français investissait dans la recherche sur l'hydrogène était totalement ridicule par rapport à ce qu'un pays comme la Chine, si tant est qu'on puisse comparer, mais la Chine, on se dit qu'on est totalement en retard de ce côté-là. Donc oui, il y a des champs d'action sur lesquels il faut aller, et puis il y a aussi une reprise en main, et ça fait partie de notre niche, du contrôle de nos énergies, de la vente de nos énergies. C'est ce qui est porté d'ailleurs dans la niche avec la fin de l'AREN, de ce mécanisme, ou la demande de sortir du système européen de l'électricité. Là encore, Bruno Le Maire nous avait dit il y a 2 ans, on va regarder, c'est peut-être pas impossible, etc. Nous sommes 2 ans après, tout ça a été enterré évidemment. Oui, bonjour, Adrien Calan, l'AFP. Le parquet a requis un procès contre Marine Le Pen pour des soupçons de détournement de fonds publics. Est-ce que vous pensez que ça peut l'entraver dans ses ambitions ? Est-ce qu'il n'y a pas une grande confusion dans votre camp entre assistants d'eurodéputés et salariés de votre parti ? Alors, nous n'avons aucune espèce d'angoisse face à cela. François Bayrou, dont décidément on parle beaucoup ce matin, est donc confronté aux mêmes choses, et Jean-Luc Mélenchon va être confronté visiblement aux mêmes choses. Vous mettez le doigt sur quelque chose. Je rappelle qu'il n'y a pas de procédure liée à des emplois fictifs ni à de l'enrichissement personnel dans ce qui nous est reproché. Vous mettez le doigt sur quelque chose qui pourrait très bien arriver un jour en France. C'est le travail ou le lien entre un collaborateur politique et l'institution qu'il paye. C'est tout le problème. L'Union européenne veut des collaborateurs politiques qui soient totalement apolitiques, des collaborateurs de députés qui soient apolitiques et qui travaillent, elle est bizarre d'ailleurs cette formule, au bénéfice de l'Union européenne, sous-entendu
au bénéfice des politiques menées par l'Union européenne, je suis désolé, nous, nos députés, ils ne travaillent pas au bénéfice de l'Union européenne, ils travaillent au bénéfice des politiques et de la proposition politique sur laquelle ils ont été élus. Ça pourrait être pareil à l'Assemblée nationale, on pourrait dire, mais il faut que les assistants parlementaires travaillent au bénéfice de l'Assemblée nationale. Non, je suis désolé, ils font un travail politique, au sens noble du terme. Ils sont aussi parfois militants. Et c'est le cas chez nous. Ils sont militants, ils ont des responsabilités souvent en dehors, pas que chez nous d'ailleurs, hein. C'est le cas aussi au MoDem ou à LFI et chez d'autres. Donc on est assez serein sur la fin de tout ça, mais nous ne sommes dupes de rien. Si ça sort maintenant pour que le procès ait lieu avant les élections européennes, tout ça n'est dû qu'au hasard, évidemment. Mais ça tombe bien, avant les européennes, il y aura peut-être aussi le débat sur l'immigration. Ça rééquilibrera. Vous le disiez, le débat sur l'immigration va arriver. On en a assez peu parlé ce matin parce que ce débat aura lieu en son temps, sans doute cet automne au Sénat et en début d'année prochaine à l'Assemblée. Néanmoins, sur ce sujet-là, une question d'actualité. Il y a une question récurrente qui se pose année après année au moment de l'examen du budget. C'est la question de l'aide médicale d'État. Le sujet a été relancé par Gérald Darmanin, notamment ces derniers jours, évoquant une éventuelle transformation de l'AME en aide médicale d'urgence. Olivier Véran, au sein du gouvernement, a reconnu que là-dessus, ce n'était pas la position du gouvernement. Est-ce que vous soutenez Gérald Darmanin ou est-ce qu'au-delà de ce que ça coûte, l'aide médicale d'État, vous entendez aussi ceux qui disent qu'au-delà de la santé des gens concernés, c'est une question de santé publique et qu'il faut donc faire très attention à ce qu'on fait sur ce sujet-là? Mais bien sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on fait sur ce sujet-là. C'est pas ce que fait le gouvernement, qui n'a donc aucune boussole, puisque nous lui avons proposé de réformer cette aide médicale d'État en la transformant en une aide médicale d'urgence. C'est grosso modo ce que dit aujourd'hui Gérald Darmanin. Donc si M. Darmanin s'aligne sur nos positions, je trouve ça bien. Moi, j'aime bien quand les gens viennent sur nos positions. Je préfère ça que l'inverse. Donc, mais je vois que les voix sont dissonantes dans le gouvernement, donc je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Puis il y avait déjà eu l'opportunité de transformer cette aide médicale d'État en autre chose, en aide médicale d'urgence. C'était les Républicains qui avaient déposé aussi une proposition, je crois, dans leur niche, il y a quelques mois. Nous, on l'avait voté, puisque c'est exactement ce que nous défendons depuis toujours. Donc nous le votons. Bon, donc ils ne savent pas où ils vont. En réalité, ils nous disent on est allié de on accueille Madame von der Leyen qui dit l'immigration doit être une immigration de main d'œuvre, et de l'autre côté ils veulent surseoir à l'aide médicale d'État. Oui, il faut transformer l'aide médicale d'État qui coûte aujourd'hui plus d'1 milliard. Et il y avait, je crois, dans Le Monde ou Le Figaro d'aujourd'hui, vous me pardonnerez d'oublier un chiffre qui est sorti qui montre qu'il y avait 124% d'augmentation des bénéficiaires de l'aide médicale d'État dans notre pays. Donc ça pose un problème. C'est l'argent des Français. Ça doit être utilisé évidemment comme une aide médicale pour des gens qui sont à 2 doigts de mourir ou qui sont confrontés à des maladies qui sont extrêmement contagieuses rapidement, bien sûr, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. C'est une palette de soins que les Français payent et qui est offerte à des gens qui ne sont pas en situation régulière. Merci, merci Sébastien Chenu d'avoir accepté notre invitation et pour cette rencontre. Bon après-midi à tous et à la semaine prochaine. Merci.